Merci d'être venus aussi nombreux. Alors on parle de café histoire et je vois que sur le programme il y a également par actualité et je pense qu'effectivement aujourd'hui on est un peu plus dans l'actualité que dans l'histoire, même si on a avec nous monsieur Pascal Déès-Burgeon qui est agrégé d'histoire. Vous êtes normalien donc agrégé d'histoire, directeur si je ne me trompe pas, hein, directeur adjoint de l'Institut des sciences de la... Non, maintenant des affaires européennes du CNRS. Des affaires européennes du CNRS, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. En poste à Bruxelles. Vous avez été diplomate en Corée en 1997, et également entre 2001 et 2006. Et on s'était rencontrés, je m'en souviens, en 2007-2008, je crois. Vous étiez en train d'écrire le premier bouquin qui a été publié, qui s'appelait Les Coréens, je crois, chez Taillandier, qui était un très bon bouquin d'introduction, justement, sur l'histoire l'histoire et la société, d'une manière générale, de la société coréenne. Et vous m'avez dit à l'époque, je vous avais interrogé, je crois, pour ce livre, vous m'avez dit on n'a pas fini d'entendre parler de la Corée. Et en 2007-2008, c'était calme, quoi. Il n'y avait rien. On était vraiment dans la glaciation néo-stalinienne, la métastase stalinienne. Et je m'étais dit, en sortant de l'interview, je me dis, il est un peu gonflé quand même de parler de la Corée, parce qu'il ne se passe rien. Je ne vois pas pourquoi on entendrait parler. Vous aviez raison, rétrospectivement, parce qu'effectivement, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe depuis 2011 et la mort de Kim Jong-il, il s'est passé beaucoup de choses. Kim Jong-un, donc le troisième personnage de la dynastie des Kim, est arrivé au pouvoir en 2011. Il y a eu une période d'installation comme ça, qui a duré une petite année, où fête de purge, lui-même a pris ses marques. Et depuis, on va dire depuis 2013, il y a un activisme à la fois balistique nucléaire qui s'est décuplé. Et la Corée du Nord, évidemment, est passée au devant de l'actualité, avec beaucoup d'essais. Voilà, donc 2013, c'est vraiment ce qui a tout changé, et depuis 2013, a fortiori depuis 2016 même, il y a un danger qui s'est installé. Vous nous direz peut-être d'ailleurs qui est ce dirigeant. Alors je sais que vous avez envie de vous focaliser un peu sur la propagande, comment à travers, parce qu'évidemment la propagande est quelque chose de très important en Corée du Nord. Vous parlez coréen, donc c'est évidemment une chance, et vous allez pouvoir analyser comment la propagande a véhiculé tout un tas d'images, de stéréotypes, et comment définit même l'essence même de ce régime et de ses dirigeants. Vous nous direz peut-être également qui est ce jeune dirigeant, dont on sait hélas peu de choses. En plus, c'est d'autant plus difficile à savoir des choses sur lui, quelqu'un qui évidemment ne fait pas d'interview, qui voyage très peu. Donc les informations qu'on pourrait avoir de l'étranger sont quasiment inexistantes, si ce n'est qu'on sait qu'il a vécu en Suisse pour ses études. Vous nous direz peut-être, là encore, à travers la propagande, ce qu'il cherche exactement, au-delà de la survie du régime, puisqu'on sait qu'effectivement, il est lancé dans une entreprise pour consolider le régime de la dynastie des Kim. Peut-être qu'on évoquera, à travers la propagande, le niveau de dangerosité de cette crise qui nous menace aujourd'hui, qui menace la Corée, la péninsule et toute la région. Est-ce qu'il y a un réel risque ou pas? Ce sera d'ailleurs peut-être l'occasion de faire un débat avec vous après cette présentation de M. Pascal Déès-Burgeon. Est-ce qu'il y a un risque de conflit? Quel peut être le rôle même des voisins chinois, sud-coréens, russes dans cette crise qui aujourd'hui agite la péninsule? Voilà. Dans un de vos livres, vous disiez que vous vouliez analyser l'histoire, la société coréenne sans les lunettes ternies de la guerre froide. Je compte sur vous ce soir pour enlever ces lunettes ternies de la guerre froide. Je sais que vous le ferez, pour nous expliciter effectivement comment cette propagande donc a façonné ce régime et quel message est véhiculé derrière cette propagande. Voilà. Donc un petit débat de 45 minutes, enfin une présentation de 45 minutes, et après une séance de questions-réponses. L'idée étant effectivement d'avoir le maximum de débats et d'échanges. Voilà, je passe le micro. Merci beaucoup Arnaud, c'est vraiment très gentil à vous, mesdames, messieurs. Puk Choson Yorobun, on ne sait pas, il n'y a pas un espion nord-coréen. il y en a toujours. Depuis enfin la dernière conférence que j'ai eu le plaisir de donner, l'ambassadeur de Corée du Nord était au premier rang, si vous voulez. C'est un peu flippant. Voilà. Alors, j'ai choisi ce titre pour, au fond, ne pas sacrifier à l'exercice que beaucoup font pour le moment, de dire ce qu'il faut faire et ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne suis pas dirigeant et je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis pas devin. Mais en revanche, ce que j'essaye de montrer, c'est ce qu'on ne peut pas faire, en fonction de ce qu'on va faire.
Donc, voilà, une série de présentations, enfin d'images, j'espère que tout le monde les voit, malheureusement j'en suis pas persuadé, parce que c'est toujours intéressant de voir comment s'ancre la propagande du régime. Donc si je comprends bien, je dois vous dire prochaine. Quelqu'un doit appuyer, voilà, next. Voilà. Donc, simplement, petite introduction pour dire, voilà, la Corée du Nord aime vraiment faire beaucoup parler d'elle, hein, c'est un peu, je dirais, sa logique, hein, pour exister, il faut faire parler d'elle. Next. Voilà, alors de plus en plus souvent, effectivement, il y a de plus en plus d'essais balistiques et atomiques qui sont faits. On voit ce qui se faisait du temps du grand-père, Kim Il-sung, puis Kim Jong-il, et puis maintenant Kim Jong-un, ça a explosé. Donc effectivement, la Corée commence à vraiment beaucoup s'agiter. Suivant. De plus en plus loin, on le sait maintenant, ils peuvent frapper Guam, etc. Enfin, ils prétendent pouvoir frapper Guam, donc voilà, la menace est lointaine. Certains commencent à dire, attention, s'ils peuvent toucher Guam, ils peuvent toucher Paris aussi. Hein, je ne pense pas véritablement que ça soit ce que souhaite faire la Corée du Nord, en fait c'est possible. Suivant. Alors évidemment, de plus en plus fort, et ce que je remarque, c'est que dans les médias, outre bien entendu les commentaires avisés des plus excellents journalistes des meilleurs journaux disponibles, il y a quand même aussi un abus de caricature. Enfin, Kim Jong-un est devenu, on adore ça, il est absolument partout. Hein. On présentait François Hollande, donc Kim Jong-un, je ne voyais pas tellement le rapport. Enfin j'ai vu déjà un Macron, Kim Jong-un, vous savez, une gigantesque statue avec le peuple qui s'incline, etc. C'est devenu une sorte, voilà, et on voit ça dans tous les médias. Suivante. Voilà, en gros, on se demande si Kim Jong-un ne veut pas, enfin Kim Jong-un, Kim Jong-il, s'ils ne veulent pas devenir les maîtres du monde. Hein. Regardez, c'est une vieille photo, on voit Kim Il-sung devant une carte, on dirait Chaplin, hein, qui rêve devant la planète. Enfin. Puis Kim Jong-il devant une sorte de gigantesque map-monde, voilà, je domine le monde. Et puis alors Kim Jong-un fait la même chose, hein, voilà, moi aussi, je suis le maître du monde. Et on a vraiment l'impression que oui, c'est ça, voilà, ce sont des fous qui veulent dominer le monde. C'est le Péril jaune, ou ceux qui aiment la bande dessinée, c'est Bazam Damdou, quoi, dans Ulrich et Mortimer. Suivante. Voilà, alors, donc en gros, à mon avis, il y a un dilemme, hein, vraiment, c'est de ça dont je voudrais parler ce soir. C'est-à-dire, en gros, c'est comme une menace, donc on voudrait qu'il s'arrête. Hein, on voudrait que la Corée du Nord arrête, c'est-à-dire qu'ils cessent ce qu'ils font, leur ambition atomique. Alors, il y a deux moyens, ou bien on négocie avec eux, avec carotte, bâton, hein, sanctions, ou alors, il y en a certains qui, on n'a qu'à leur rentrer dedans et puis les écraser, quoi. C'est-à-dire, en gros, on fait la guerre mondiale. Si, il y a eu un article dans Le Monde merveilleux comme ça, on tire dans le tas, et puis comme ça, il y aura 10 millions de morts à un moment, comme ça va se calmer. Bon, c'est une option, mais en fait, on ne peut pas. C'est-à-dire que ce que je voudrais vous démontrer, c'est que la Corée du Nord ne veut pas, mais ne peut pas non plus changer sa politique balistique et atomique. C'est pas possible parce que c'est la nature même du régime d'être comme ça. Suivante. Alors d'abord, la question de géographie un peu, je pense, ce que j'appelle la théorie de la crevette. Suivante. Qu'est-ce que la crevette? Voilà, c'est un vieux proverbe coréen. Hein. Les Coréens disent, voilà, nous sommes une pauvre crevette entourée de baleines. Les baleines chinoises, russes, ou soviétiques autrefois, japonaises éventuellement, et puis américaines. Et donc, puisque nous sommes une crevette, il faut avoir des moyens de baleines pour résister contre les baleines, sinon nous serons complètement écrasés. Et donc, la Corée du Nord est persuadée qu'elle est une crevette et que le seul moyen de résister contre les baleines, qui sont toutes des puissances atomiques, c'est de devenir à son tour une puissance atomique. C'est-à-dire, en gros, la crevette qui devient une baleine. C'est une certaine logique, si vous voulez. Suivante. En outre, le problème, si vous voulez, c'est que, en fait, la Corée du Nord est bien gentille avec ses ambitions, mais elle est sur la ligne de front. Entre quoi? Entre, en gros, la Chine et les États-Unis. Hein, il y a, en gros, la puissance dominante et la puissance montante. Et on sait que puissance dominante et puissance montante finissent toujours par s'affronter. Espérons que ça ne sera pas une guerre mondiale. Mais c'est un risque. Et la Corée du Nord est juste au milieu. Le seul problème, c'est que vous remarquez qu'elle est dans la zone stratégique de la Chine, c'est-à-dire que si on touche la Corée du Nord, la Chine ne l'acceptera pas, alors que pour les Américains, elle n'est pas vraiment dans la zone stratégique, elle est plutôt dans une zone tactique. Les Américains, à la limite, si on détruit la péninsule coréenne, ils s'en remettront. Hein, pas les Chinois. Et donc, il y a tout cet enjeu-là. C'est-à-dire qu'au fond, Trump dit on va détruire complètement la Corée du Nord, parce qu'au fond, il s'en fout, c'est pas très grave, on peut détruire la Corée du Nord, c'est pas les États-Unis. Alors que pour la Chine, c'est impossible. Donc cette guerre, ces menaces sont aussi à comprendre, non pas comme des menaces entre ce qu'on dit souvent sur les réseaux sociaux. On a affaire à deux fous. Non, c'est plutôt quand même, en fait, une tension entre les États-Unis et la Chine. Mais ça, c'est un peu annexe. Suivante. Ce qui est important aussi, c'est de voir rapidement les enjeux historiques, les débats historiques, c'est très important. Chez nous, l'histoire est importante. En Corée, en Chine, l'histoire est importante aussi. Alors, il y a un terrible débat depuis 20 ans
La Corée a connu, comme tout pays, il y a toute une série de royaumes qui se sont succédés, qui ont changé de nom. Hein. Actuellement, nous disons Corée, mais les Coréens eux-mêmes se disent au sud Hanguk, Choson au nord. Mais au Moyen-Âge, il s'appelait Koryo, donc ça a fait Corée, Coréa. C'est de là que nous tirons ce nom. Ben, encore avant, il y avait un royaume qui s'appelait Choson ancien, qui était immense, puisqu'il couvrait non seulement la péninsule, mais, pense-t-on, hein, l'archéologie le montre, la Mandchourie, mais même la région chinoise qui va jusqu'à Pékin. Donc les nationalistes coréens expliquent, ben voilà, la Chine en fait est coréenne. Mais les Chinois disent oui, en fait c'est plutôt la Corée qui était chinoise. Hein, tout ça pour vous montrer que c'est important. Parce que si la Corée était chinoise, ça veut dire qu'une guerre avec la Corée est impossible. Ça veut dire que c'est une guerre avec la Chine. Et quand vous interrogez des Chinois, si vous connaissez des Chinois avec lesquels vous pouvez avoir une certaine confiance, hein, et que vous leur parlez de la Corée, ils finissent toujours par vous dire, en français s'ils parlent français, enfin moi en l'occurrence c'est en anglais, Koreans, they are Chinese anyway. Voilà, c'est des Chinois. Donc, je crois que la crise actuelle est un peu liée à ça. Suivante. Bon, en fait, l'essentiel, je crois, c'est quand même la question historique, et c'est là-dessus que je voudrais surtout insister, d'où finalement le titre que j'ai retenu. Monarchie atomique. Pourquoi monarchie? Suivante. Parce qu'en fait, c'est une monarchie. Hein. Je sais, ça surprend. Alors, on lit par c'est bizarre, c'est un régime communiste. Bon, il faut encore savoir si la Corée du Nord est communiste. Mais comment est-ce qu'elle peut être monarchique? Une monarchie, ça peut être n'importe quoi. Hein. On peut imaginer une monarchie écologique, tantrique, bouddhiste, je ne sais pas moi, macroniste même à la limite, si vous voulez. Une monarchie, c'est quand le père succède au fils. Et surtout quand il y a 3 générations. On a déjà vu des dictateurs qui se succèdent de père en fils, mais on n'a quand même jamais vu des dictateurs qui se succèdent de père en fils en petit-fils quand même. Hein. Surtout que Kim Jong-un a, semble-t-il, eu un fils récemment, donc la 4e génération est annoncée, Kim 4 est né, donc c'est une véritable monarchie. Alors qu'est-ce que ça veut dire monarchie, au-delà de l'anecdote suivante? Une monarchie, oui, la dynastie, en gros on vous présente l'arbre généalogique des Kim comme, je sais pas moi, les Windsor, quoi, c'est pareil. Hein, il y a le père, la mère, le frère, le cousin, le premier dans l'ordre de succession, 3e dans l'ordre de succession, bon, ils sont pas princes, mais c'est pareil en fait, c'est vraiment une famille royale, plutôt shakespearienne d'ailleurs, puisqu'ils se font assassiner les uns les autres, hein, mais c'est une famille royale commune. Suivante. Alors, qu'est-ce que ça implique, une monarchie? Une monarchie, ça implique en général une recherche de légitimité. Les gens ne sont pas fous. Pourquoi le fils succéderait au père? Ce n'est pas de raison particulière, donc il faut une légitimité. Et la légitimité, la Corée du Nord, la monarchie nord-coréenne, la trouve notamment dans la continuité historique. Alors, si on trace très très rapidement l'histoire de la Corée, ça c'est la première ligne pour un historien ou pour un observateur objectif, on a la naissance de la Corée, hein, le mythe prétend qu'elle a été créée en 2333 avant Jésus-Christ, je reviendrai là-dessus. Et ensuite, au fond, l'histoire de la Corée, c'est en permanence des royaumes coréens qui sont envahis par les voisins et qui se défendent et qui résistent. Donc, chaque fois qu'il y a une étoile, c'est quand il y a une invasion. Donc, vous voyez, avant Jésus-Christ, il y a une invasion chinoise. Ensuite, au pré-Moyen-Âge, il y a une invasion chinoise. Ensuite, il y a une invasion mongole, une invasion japonaise, à nouveau une invasion mandchou-chinoise, puis une occupation japonaise. Donc, en gros, l'histoire de la Corée, les Coréens vous diront toujours, c'est une terrible histoire. Nous voulons être indépendants et on est en permanence attaqués et c'est terrible. Et la Corée du Nord a repris ça complètement, d'une manière complètement dévoyée, en montrant qu'au fond, l'histoire de la Corée, c'est effectivement en permanence une recherche d'indépendance contre des invasions. Les dynasties précédentes, il y a eu une série de dynasties, ont tout échoué, jusqu'à la catastrophe finale, 1910, annexion par le Japon. Il n'y a plus de Corée. Hein. Le journal L'Illustration titre à l'époque « Ce pays est annihilé à jamais ». Voilà, à jamais. Hein. Évidemment, pour les Coréens, c'est extrêmement dur. L'indépendance est recouvrée en 1945, mais dans la logique nord-coréenne, pas du tout. En fait, il n'y a pas eu véritablement d'occupation parce que dès 1912 est né Kim Il-sung, qui a resté très très jeune, hein, vers 7-8 ans, et puis qui a qui a conduit son pays sur la voie de la résistance contre les Japonais. Ça lui a pris du temps, mais 1945, les Japonais sont partis, puis maintenant contre les Américains qui occupent le sud de la péninsule. Hein, donc il y a une sorte de logique, je dirais, d'épiphanie coréenne, c'est-à-dire qu'avant, tout le monde a échoué, puis maintenant que Kim Il-sung et ses descendants sont au pouvoir, ça va marcher. Hein. L'ère Juche, qui d'ailleurs commence en 1912, puisque les Coréens du Nord datent en fonction de l'ère Juche, hein, en fonction de la naissance de Kim Il-sung, eh bien, ça va fonctionner. Ça va être l'indépendance, car il va, lui, y arriver, y parvenir. C'est en quelque sorte le transfert des mandats du ciel. Hein. En Chine, lorsqu'on changeait de dynastie, on disait que le ciel avait donné mandat à une nouvelle dynastie. Eh bien là, voilà, toutes les dynasties précédentes ont échoué. Celle-là va réussir. Donc il y a une logique monarchique, une logique, je dirais, une légitimité de l'indépendance auquel la dynastie ne renoncera jamais. C'est pas possible. Suite.
Alors, oui, quelques détails quand même, et c'est intéressant à montrer puisqu'on a un peu de temps. Hein. Kim Il-sung, pour arriver à montrer qu'il était légitime, a aussi démontré que non seulement lui était un grand résistant, son fils, son grand-fils et bientôt son arrière-petit-fils, mais aussi ses ancêtres. C'est-à-dire qu'il y a une légitimité qui vient de ses ancêtres. Son père, son père était un grand résistant, son grand-père, on n'en parle pas trop, mais son arrière-grand-père avait repoussé déjà un navire américain en 1868, un navire américain qui était entré sur le fleuve Taedong pour aller voir Pyongyang, là, c'est comment, et il y a eu la population a résisté, le navire a été brûlé, et Kim Il-sung prétend c'est mon ancêtre. Donc le premier acte de résistance a été fait par mon ancêtre. Donc avant même que je ne sois né, ma famille était déjà légitime pour reprendre le flambeau de la monarchie coréenne. Hein, c'est une sorte de légitimité rétroactive, assez classique des dynasties, mais qui est intéressante. Suivante. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le plaquage dynastique, c'est-à-dire que la monarchie Kim joue en permanence d'allusions historiques. C'est comme si nos dirigeants actuels faisaient référence en permanence à Henri IV, à Saint-Louis et à Charlemagne. Et notamment le grand roi coréen que tout le monde admire, c'est le roi Sejong. Le roi Sejong, vous avez cette date de naissance, il était roi de 1418 à 1450, et le roi Sejong a eu le génie d'inventer un alphabet, car la Corée a un alphabet, ce qui rend le coréen parfaitement lisible, contrairement au chinois qui a 10 000 caractères, qui est parfaitement lisible par les gens qui ont le temps d'apprendre 10 000 caractères. Tandis que l'alphabet du roi Sejong a 24 caractères, donc on y arrive à peu près en 1 heure, et quand on arrive en Corée, c'est génial, on arrive à tout lire. Alors, le roi Sejong, eh bien, qui était-il, le roi Sejong? Le fils du roi précédent, d'accord, mais le troisième fils. Le troisième fils, donc le père du roi Sejong, a choisi son troisième fils. Et qu'a fait Kim Jong-il? Il a choisi son troisième fils. C'est-à-dire que Kim Jong-il a dit « Je choisis Kim Jong-un, qui est mon Benjamin, comme le roi Sejong ». Donc si après ça on dit qu'il n'y a pas d'allusion monarchique et historique, c'est qu'on rate quelque chose dans l'histoire coréenne. Et en permanence, les allusions que fait le régime sont des allusions aux monarchies passées. À vrai dire, en Corée du Nord, il n'y a jamais eu de démocratie. On est passé directement de la dernière monarchie à l'occupation japonaise, puis à une nouvelle monarchie. C'est le Sud qui a connu la démocratie, qui la connaît plus ou moins maintenant. Oui, qui la connaît. Au Nord, non. Donc il y a une logique monarchique. Suivante. Alors, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une monarchie, c'est une continuité, mais ce sont des mythes. Et il y a un mythe fondamental en Corée, c'est le mythe du mont Paekdu, le mythe de Tangun. Tangun, c'est le premier Coréen, celui qui a créé la Corée. Tangun, qui est-il? Fils du ciel, descendu sur terre, et descendu justement sur une montagne, un grand volcan, qui s'appelle le Paekdu, Paekdu-san, montagne Paekdu, qui, vous voyez, par rapport à Pyongyang, est à quelques 300 km, plus comme ça, et qui est au sommet du mont Paekdu. Il y a un lac dans lequel il y a bien sûr un monstre. Enfin, et c'est fondamental parce que le premier Coréen est arrivé là et a créé la première Corée, et qu'a fait Kim Il-sung? Il a résisté là, et il a recréé la Corée indépendante. Puis qu'a fait Kim Jong-il? Il est né là, ça tombe bien. Et qu'a fait Kim Jong-il? Il est né tout près aussi. Rien n'est vrai, sans doute, hein, mais on prétend qu'ils sont nés là. Donc ils sont de là, donc ils sont des réincarnations du Dieu fondateur initial. Ils sont la continuité de ce Dieu fondateur initial. Suivante, s'il vous plaît, voilà, Tangun, c'est une représentation de Corée du Nord, un vieux sage bouddhiste, etc. Très important, c'est le rôle des animaux sacrés. La Corée se représente comme un tigre, et le Tangun est arrivé sur Terre avec un tigre et avec un ours. Bon, enfin, ça, on ne va pas entrer dans les détails mythologiques, mais c'est bien pour montrer que c'est la continuité. Suivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien voilà, donc, la famille Kim, c'est la lignée du Paekdu. Ils se sont battus, là vous avez des images complètement kitsch, où on voit Kim Il-sung et son épouse qui se battent contre les méchants japonais, qu'on ne voit pas, parce que les japonais c'est des racailles, pas la peine de les voir. Hein. Ce qui compte, c'est celui qui lutte. Là, on a une version un peu christique. Hein. Il y a Kim Il-sung, son épouse, et puis une petite crèche derrière. Et puis il y a Kim Jong-il, hein, c'est un peu bébé Jésus de la famille, quoi. Et puis là aussi, bon. Suivante. Ce qui est intéressant, c'est que dans toute la propagande, on montre toujours le mont Paekdu. Regardez, Kim Il-sung, son fils, ils sont derrière le lac. Là, on montre le lac. Et qui est cette charmante dame? Lee Chun-hee, celle qui annonce, vous savez, avec ses trémolos extraordinaires, Yorobun Namanse, elle hurle, ça y est, c'est merveilleux, Changunim. Voilà, elle est toujours en costume traditionnel sur le fond du lac du mont Paekdu. Donc c'est bien ça, le régime, c'est la continuité du fondateur de la Corée. Au fond, Kim Il-sung, il a refondé la Corée après Tangun. Voilà. Suivante.
D'ailleurs, vous savez qu'il a... Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont allés à Pyongyang. Il y a parmi nous, je le désignerai après, quelqu'un qui est allé à Pyongyang. Je le vois d'ici. Mais à Pyongyang, il y a une gigantesque tour de 336 mètres, plus haute que la tour Eiffel, qui est une espèce d'hôtel, on ne sait pas très bien. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est? C'est l'hôtel Ryukyong. En fait, c'est un symbole. Qu'est-ce que c'est cet hôtel? C'est la forme architecturale du caractère chinois qui veut dire montagne. Donc tous les Nord-Coréens ont parfaitement compris. C'est le mont Paektu. Hein, vous rappelez-vous, si Mahomet ne va pas à la montagne vient à Mahomet. Ben voilà, la montagne est venue au Kim. Hein. Ils ont reconstruit le mont Paektu dans Pyongyang pour bien montrer qu'ils étaient de là, que personne ne l'ignore. Il n'y a pas un film, pas une photo, on ne voit pas cet hôtel immense. C'est pas un hôtel, c'est une montagne artificielle. Suivante. Alors, du coup, on décline de cette filiation que Kim, et bien sûr, tous les Kim sont des héros. Hein. Toute la propagande consiste à montrer que ce sont des héros entourés de l'admiration du peuple, etc. Il y a plein d'images. Voici un film où Kim Il-sung est tout seul, le manteau qui flotte. Bref, voilà, passons, le suivant. D'où aussi le fait qu'ils soient toujours des géants dans la propagande, hein, puisqu'ils sont des demi-dieux ou en quelque sorte de nature extraterrestre, eh bien, ils sont immenses. Dans la propagande, on les présente toujours gigantesques. En photo, Kim Jong-un est très souvent plus grand que les autres. Et regardez ces statues immenses qui sont à Pyongyang, hein, 28 mètres de haut, devant lesquelles les gens s'inclinent. Suivante. Alors, très souvent dans la propagande, Kim est seul. Hein. Les Kim, ils sont seuls face à la nature, parce qu'eux sont les équivalents de la nature. Nous sommes de pauvres petits fétus de paille, emportés par les saisons, les tsunamis, les sécheresses. Lui résiste. Hein. Donc voilà, Kim Il-sung, bébé, tout seul dans la nature, lui plus âgé dans un champ, un peu kitsch aussi, hein. Kim Jong-il à la montagne, Kim Jong-un bien sûr au mont Paektu, seul face à la nature. Ils sont une force naturelle. Suivante. Alors, ce qui est très important, c'est que dans la culture asiatique, c'est les 5 éléments. Hein. Et les 5 éléments sont dans la propagande. Par exemple, donc c'est Kim, puissance maritime, puissance aquatique. Hein. Il défie, regardez, Kim Jong-il c'est un hors-bord, lui il est devant, hein, il n'est même pas éclaboussé, il défie la mer en fureur. Hein. Même chose à Kim Jong-il. Là, toute la famille, quand Kim Jong-il reçoit Clinton, regardez la fresque qui est derrière, une mer déchaînée. Là, il le maître des éléments déchaînés. Hein. Et puis alors Kim Jong-un, c'est un montage, il marche sur l'eau, parce que il contrôle complètement les éléments. Suivante. Kim est la terre, bien sûr, hein, la terre très important, c'est celui qui fait la moisson. De même que l'empereur du Japon repique chaque année le premier grain de riz et ça fait la récolte, eh bien Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un plantent le premier grain de riz. Voilà, c'est Cérès en fait, c'est Déméter si vous voulez. D'ailleurs très souvent on dit aussi que Kim Jong-il, Kim Jong-un ou Kim Il-sung sont la mère du pays, ils sont le père et la mère, c'est ça qui est très étrange. Hein. Ils sont les déités qui ont enfanté le pays. Suivante. L'or, bien sûr, très important. D'ailleurs, entre parenthèses, Kim, c'est un nom qui veut dire l'or. Hein, c'est qui correspond au caractère chinois qui veut dire l'or. Donc, ils sont dorés. Les statues, alors elles ne sont pas en or, hein, parce que la Chine a dit qu'il n'en était pas question. Ça allait coûter $1 milliard, ces miettes. Elles sont en bronze. Enfin, ils auraient bien aimé qu'elles fussent en or. Hein. Les médailles, l'or partout. Enfin, c'est le dieu de l'or. Suivante. Kim est le feu, très important, le feu. Hein. Il défie le feu, il défie, bien sûr, il envoie des missiles, il envoie des bombes. C'est celui qui contrôle le feu. Et cette image-là, c'est un film très étonnant. En 1972, Pulgasari, il a voulu faire un film qui était une sorte de Godzilla, hein, et qui était la métaphore de la lutte pour le peuple. Il est Godzilla, mais un Godzilla qui crache du feu, bien entendu. Hein. Donc le feu est très important dans la mythologie de la dynastie. Il contrôle le feu et donc il contrôle l'atome. C'est tout à fait cohérent. Hein. Suivante. Et bon, Kim sur la terre comme au ciel, il contrôle le ciel, l'air. Ils reviennent au ciel en quelque sorte. Dans la propagande, il y a toujours des cieux immenses, des ciels immenses, pardon, parce que le ciel, c'est une allusion à Kim Il-sung. Hein. Regardez les statues où il a un geste, c'est pas du tout un geste nazi, etc. Non, il en appelle au ciel, à l'intercession du ciel. Là, on voit Kim Jong-il qui est nimbé, hein, une sorte de halo. Et puis là, on voit Kim Jong-un seul, qui regarde une fusée décoller. Je suis celui qui fait décoller les fusées et qui l'envoie dans l'espace. C'est comme ça que la population le comprend. Suivante. Alors Cholima, je vais revenir, c'est très important parce que Cholima, c'est un peu le Pégase qui a été très utilisé dans la propagande nord-coréenne. Ça veut dire le cheval qui parcourt 10 000 lits, enfin le lit c'est la lieue si vous voulez, en un bond. Et on retrouve, c'est une statue gigantesque à Pyongyang, dans toute la propagande on retrouve Cholima, mais image suivante,
Eh ben, les Kim sont des Cholima, ils sont toujours sur des chevaux. Hein. Regardez, celui-là, c'est Bonaparte au pont d'Arcole, mais c'est Kim Jong-il, en fait. Hein. Voilà. Et même Kim Il-sung, même Kim Jong-un est sur un cheval. Être sur un cheval, c'est fondamental, ça montre que l'on contrôle Cholima. C'est un cheval qui vole. Hein. C'est Pégase, c'est Persée, hein, parce que ça permet de s'envoler vers le ciel. Suivante. Le cosmos, du coup, ce sont des divinités cosmiques. Là, c'est un film où le héros représente en fait Kim Il-sung. Le titre, vous avez mis, c'est Comète, hein, comme par hasard, et on voit passer une comète. Et il y a énormément de célébrations à Pyongyang, où vous voyez, on illustre les grandes statues de Mansudae, de la colline Mansudae, avec des explosions de feux d'artifice, etc., pour bien montrer que ce sont des divinités stellaires, les Kim. Suivante. Pourquoi ? Eh bien, la symbolique même des noms est à comprendre. Kim Il-sung. Ce n'est pas son nom. Kim Il-sung est né en 1912, on l'a dit. Maintenant, rappelez-vous, hein, le 15 avril, le jour du naufrage du Titanic aussi, c'est amusant. Kim Il-sung s'appelait Kim Sang-ju. Il, c'est le jour. Song, c'est l'étoile. Hein. Vous retrouvez ça dans Samsung, 3 étoiles. Il-sung, c'est l'étoile du jour. Qu'est-ce que l'étoile du jour ? C'est le soleil. C'est la mythologie solaire. On retrouve ça en permanence dans toute la symbolique du régime. Kim Il-sung, c'est le soleil. Hein. C'est la force solaire parce qu'il est l'incarnation de la nation coréenne, l'intercesseur entre les forces de la nature et l'humanité. Et donc, il contrôle le soleil. Il est le soleil, en quelque sorte. Hein. Le palais où il est enterré s'appelle maintenant Palais du Soleil. Le jour de son anniversaire, c'est le jour du soleil en Corée. Il est le soleil. La métaphore est claire. Suivante. Alors oui, dans la bande dessinée, j'ai trouvé un exemple assez étonnant. La bande dessinée coréenne n'est pas très moderne. Hein. Ça fait un peu années 50, mais elle marche beaucoup, très fort. Et dans la bande dessinée, que voit-on ? Eh bien, très souvent, ça se termine comme ça. Les héros disent on a gagné grâce à la révolution, grâce au Juche, on est les meilleurs, etc. Et puis à la fin, ils s'en vont. Et il y a une baie avec un énorme soleil qui se lève. Soleil, c'est Kim Il-sung. On ne représente pas Kim Il-sung. On ne le dessine pas. Hein. On ne le filme pas. On utilise des symboles, des métaphores. Le soleil, c'est lui. Dans la bande dessinée, ça se termine toujours par un soleil. Ce n'est pas I'm a lonesome poor cowboy, c'est il y a Kim Il-sung à la fin qui nous sauve. Suivante. Le fils. Alors le fils, Kwang Myong-sung. Song, étoile. Kwang Myong. Myong, c'est la lumière. Kwang, c'est l'éclatante lumière. C'est une sorte d'étoile super brillante. Hein. C'est la métaphore du soleil, mais en un petit peu moins bien. Hein. C'est le fils du soleil, le second soleil. Hein. Mais dans toute la mythologie, on retrouve ça. Kim Jong-il est Kwang Myong-sung. Et d'ailleurs, Kim Jong-il a autorisé un Internet en Corée du Nord qui est un intranet, en fait, mais que les Nord-Coréens appellent Kwang Myong. Ils l'appellent Kim Jong-il, en fait. C'est-à-dire, pour eux, le mot Internet ne dit rien. On dit, ah oui, Kwang Myong. C'est-à-dire l'étoile brillante. Donc, Kim Jong-il, en fait. Suivante. Quant à Kim Il-sung, Kim Jong-un, qui est encore trop récent pour qu'il y ait des fresques, on le voit très souvent, ce type d'image. Il est seul, il médite. Et lui, le surnom qu'on lui affuble dans les médias, c'est Kim Song, l'étoile du matin. Hein, ou on dit sept pioles aussi. C'est-à-dire, en gros, la planète Vénus. Hein. Donc, son père, c'est plutôt Mars, lui, c'est plutôt Vénus, il y a le Soleil. La mythologie stellaire est absolument évidente, sans compter que les Coréens disent lundi, mardi, mercredi, comme nous, hein, le jour du Soleil, le jour de la Lune, le jour de Mars. Donc, en gros, vous imaginez un dirigeant qui est celui qui a donné son nom au lundi, au mardi, au mercredi. Ça marque quand même. Hein. On n'en est pas là quand même. Même Louis XIV, il n'y avait pas un jour de Louis XIV. Enfin, il y avait la Saint-Louis, bien entendu, et Napoléon a choisi la 15 août comme Saint-Napoléon. D'accord, mais enfin, c'est pas... Bon, voilà. Suivante. Alors, intéressant, maintenant allons-y vers les questions balistiques et atomiques. Les missiles, ils portent tous des noms à la gloire. Celui-là, c'est le missile Eunha, ça veut dire la galaxie. Celui-là, c'est le missile Hwasong. Hwasong, c'est Mars, c'est Kim Jong-il. Et là, les satellites qu'on envoyait dans l'espace, avant d'envoyer prétendent-ils, des bombes, le satellite, c'était aussi Kwang Myong-sung. Autrement dit, ceux qu'on envoie dans l'espace, c'est les dirigeants. Enfin, on ne les envoie pas eux-mêmes. On envoie des symboles en leur honneur. Hein, et tout est conçu comme ça, construit comme ça. Tout ce qui est politique, balistique et atomique, c'est en l'honneur des dirigeants, mais plutôt en l'honneur de ce qu'ils incarnent, c'est-à-dire l'histoire éternelle de la Corée triomphante. Hein. Suivant. Oui, le Juche. Quand vous allez à Pyongyang, eh bien, vous avez une gigantesque tour. Alors, qu'est-ce que le Juche ? C'est la philosophie officielle du régime, qui n'est plus vraiment marxiste-léniniste, qui n'est pas encore libéralo-macronien, donc qui est Juche.
Juche, c'est un espèce de concept bouddhiste recyclé, remalaxé. Ça veut dire en gros, si on résume, tel est mon bon plaisir. Hein, voilà. C'est-à-dire que le dirigeant dit ça c'est Juche. Et puis le lendemain, on dit ça c'est plus Juche. Ah bon, mais d'accord. Toi qui es Juche aujourd'hui, puis demain tu pars en camp parce que tu es plus Juche. Ah très bien. Donc Juche, personne ne sait ce que ça veut dire. C'est le caprice du souverain, c'est voilà, le caprice de la nation. Eh bien, la tour du Juche, gigantesque monument, bah, c'est une sorte de fusée. Et l'hôtel Ryukyong, c'est aussi une sorte de fusée. Donc quand Donald Trump dit « Oh, it's a rocket man », il a parfaitement raison. C'est un rocket man, mais il en est fier. Suivante. Alors oui, vous avez aussi maintenant, on vient de construire ça, j'appelle ça, parce que j'habite Bruxelles, c'est l'atomium de Pyongyang, c'est le nouveau centre atomique en forme d'atome. Là aussi, le message est très clair, hein. Le dirigeant contrôle la force de l'atome. Suivante. Hiroshima est au fond la clé de tout ça. Hein, la Corée a été occupée par le Japon a été défait par l'arme atomique. Si nous voulons absolument, si nous voulons être certains que le Japon ne va pas nous réenvahir, ou le Japon métaphorique que sont les États-Unis, il faut que nous ayons l'arme atomique. Hein, c'est indispensable. Puisque le Japon a été défait par l'arme atomique, nous devons avoir l'arme atomique. Et comme on ne peut pas réécrire l'histoire, que Hiroshima a eu lieu, eh bien, les Nord-Coréens veulent l'arme atomique. Et cela, ils ne la veulent pas depuis hier, ils ne la veulent pas depuis Kim Jong-il, ils ne la veulent pas depuis 1970, ils la veulent depuis le début. Dès son arrivée en Corée du Nord, Kim Il-sung a demandé où sont les laboratoires où les Japonais essaient de faire une bombe atomique. Il a mis la main dessus tout de suite. L'atome, c'est une quête de 70 ans. Donc, on ne va pas y renoncer parce que M. Trump n'est pas d'accord. Suivante. Merci. Alors voilà, donc il y a une sorte de manifestation dynastique. Hein. Envoyer des fusées, faire exploser des bombes, bah, ce sont des symboles de la monarchie. Les deux sont extraordinairement liés. Hein. Ce n'est pas unique. Bien sûr, c'est une opération militaire. Bien sûr, c'est un jeu stratégique avec les grandes puissances. C'est évident. Il y a de la réelle politique derrière tout ça. Mais c'est aussi symboliquement l'exercice même du régime. Le roi de France guérissait les écrouelles. Le roi de Corée, il envoie des bombes. Il envoie des missiles dans le ciel. Il correspond avec le ciel. Hein, je crois qu'il faut le comprendre comme ça. Et à mon sens, les Nord-Coréens le comprennent comme cela, non pas comme une religion, plutôt comme une mythologie. Et je dirais même plus, les dirigeants le comprennent comme ça. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont victimes, en quelque sorte, de leur propre propagande et ne renonceront donc pas. Kim Jong-un, je suis persuadé, est persuadé qu'il a une mission à accomplir, l'indépendance de la Corée par la force atomique. Suivante. Alors, ce qui est intéressant aussi, ça, c'est quand même... Regardez ce qu'on ne dit pas, je trouve suffisamment dans les médias, excusez-moi, monsieur le média, c'est le calendrier. Le calendrier montre qu'il n'y a pas un tir qui ne corresponde pas à un événement interne dynastique. Regardez, si on prend le calendrier de l'année nord-coréenne, qu'est-ce qui est férié? Le 8 janvier, naissance de Kim Jong-un. Le 16 février, naissance de Kim Jong-il. Le 15 avril, naissance de Kim Il-sung, jour du soleil et jour du naufrage du Titanic aussi. 25 avril, création de l'armée populaire. 25 mai, adoubement de Kim Jong-un. Le 27 juillet, victoire. Victoire? Quelle victoire? Ah ben si, la victoire à la conclusion de la guerre de Corée. En Corée du Nord, l'armistice de 1953 à Panmunjom, c'est une grande victoire. Nous, on ne voit pas vraiment ça comme ça, mais eux, oui. Le 29 août, c'est le jour du traité d'annexion de la Corée par les ignobles japonais, enfin avec beaucoup de guillemets bien entendu. Hein. Et ce jour-là, Kim Jong-un envoie un missile. Alors je ne sais plus sur quelle radio j'étais, et le professeur Godement, excellent en demeurant, me dit « Ah ben non, maintenant la guerre avec le Japon, la Corée du Nord s'en fout, etc. » Bah écoutez, c'est comme le jour du traité d'annexion. Comme « Ah bon, ah, vous croyez ?» Bah oui, non, c'est sûr, quoi. Il a envoyé un missile sur le Japon pour lui dire « Ah, tu nous as annexé en 1910, eh bien voilà ce qu'on va te faire, ça le Japon. » Ensuite, 9 septembre, la fondation de la République. Ça a eu lieu bientôt, hein. Il y a eu un tir en l'honneur de cette fondation. Et puis le 10 octobre, la création du Parti du Travail, parti officiel, etc. Donc en gros, si vous regardez les étoiles, chaque étoile, c'est un essai atomique. Et le premier, c'est l'étoile numéro 1, etc. Bah, vous voyez qu'elles correspondent toutes à des dates intérieures au régime. On ne tire pas comme ça, on tire parce que ça doit aussi légitimer le régime. Hein. On envoie une bombe atomique pour faire comprendre au peuple. On se moque éperdument du calendrier international, on choisit l'anniversaire du dirigeant. Et voilà, pour son anniversaire, boum, on envoie une bombe atomique. Même chose pour les tirs balistiques d'ailleurs, ça correspond le plus souvent. Hein. La date est une célébration interne de la famille, du parti, du régime. Il n'y a que
date qui est très particulière, c'est le 4 juillet, où on envoie toujours des missiles, à chaque fois, mais ça c'est pour amuser les Américains, bon, c'est pour gâcher la fête. Mais ça ne compte pas véritablement. Là, ça montre que le Corée du Nord ont de l'humour. Suivante. Alors, en gros, 9 octobre 2018, 9 octobre, l'an prochain, la Corée du Nord aura 70 ans. Eh bien, à mon avis, jusque-là, ils ne renonceront pas à leur programme. Sauf si on les détruit complètement, bon, c'est autre chose. Mais dans leur logique à eux, ça sera l'avènement absolu de leur indépendance. Dans un an, ils en sont capables, mettre une bombe à hydrogène dans un missile qu'ils seront éventuellement capables d'envoyer. Et c'est dans une logique anniversaire. Je me trompe peut-être, là je prédis l'avenir, donc forcément j'aurais peut-être tort. Mais je ne serais pas surpris que jusqu'à cette date, on continue une crise latente, parce que je crois qu'à ce moment-là, ils auront tout prouvé. Voilà, alors suivante. Alors mise en scène, je crois que c'est très important aussi. Hein. J'ai encore un peu de temps, non? Oui. Voilà, mise en scène, la monarchie spectacle. Suivante. Voilà, monarchie spectacle, nous savons notamment que Kim Jong-il adorait faire des films, il se prenait pour un metteur en scène, il était en quelque sorte un metteur en scène, il a non seulement créé le cinéma nord-coréen, mais aussi une sorte d'opéra ou de space opéra nord-coréen extraordinaire. Donc les dirigeants sont des génies de la propagande, ou en tout cas ils sont entourés de gens qui leur font faire ce qu'il faut. Suivante. Que voit-on? Que le fait que Kim Jong-un utilise avec succès l'arme balistique et l'arme atomique, c'est qu'il assoit son pouvoir à l'intérieur de la famille. Au fond, il était discutable. Il n'est pas l'aîné, il n'est pas le second, il est le benjamin. Alors certes, comme le roi Sejong, c'est le benjamin, blablabla, mais enfin, d'autres pouvaient prétendre. Donc, que fait-il? Il élimine tous les opposants potentiels grâce à la force atomique. Nous savons qu'il a fait arrêter son oncle, mais c'est pas son vrai oncle, c'est jamais que l'époux de sa tante. Donc c'est une pièce rapportée, c'est pas un Kim, donc c'est pas très grave. Et à l'époque, ça m'avait paru relativement logique, on ne touche pas au sang sacré. Eh bien non, on touche au sang sacré. Erreur de ma part. En début de cette année, en février, Kim Jong-nam a été empoisonné à Kuala Lumpur, le frère aîné. Alors c'est quand même le sang, hein. Alors c'est pas tout à fait le même sang, parce que c'est pas la même mère, enfin quand même, on a osé toucher à Kim Jong-un, le frère aîné, celui qui, dans la conception confucéenne, aurait dû avoir la succession. Hein. Alors c'est shakespearien, c'est Kim Jong-un et Richard III. On peut se demander aussi si la Chine ne faisait pas des appels du pied à monsieur Kim Jong-nam pour lui dire on va virer Kim Jong-un et on va te mettre à la place. Car beaucoup se demandent maintenant que se passerait-il au cas où Kim Jong-un disparaîtrait? On mettrait quelqu'un d'autre de la famille à la place. Hein. Il en reste quand même. Je pense que c'est possible. Hein. Mais non, mais ça prouve bien à quel point il n'y a pas d'alternative pour le moment à la succession monarchique. Suivante. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi la légitimité populaire. Voilà les jeux gigantesques que Kim Il-sung et Kim Jong-il ont organisés dans le grand stade de football, 150 000 places, le plus grand stade au monde. C'est là qu'on doit faire la Coupe du Monde de foot, ça serait bien à Pyongyang. On organise de gigantesques parades qui tiennent à la fois de la gymnastique, de la danse et du délire, de la grande messe en quelque sorte, avec des gens qui agitent des petits panneaux et ça fait des portraits. Kim Il-sung, bien sûr, Kim Jong-il. Bon. Alors parfois, vous avez le monde qui tourne, voilà. Eh bien, donc il y a une utilisation du spectacle et notamment du sport très importante en Corée du Nord. En quelque sorte, la Corée du Nord est une sportocratie, hein, on tient par le sport. Suivante. Or, que se passe-t-il lorsqu'il y a des tirs? Eh bien, il y a l'avant, le pendant et l'après. L'avant, c'est une sorte de gigantesque corso joyeux. Hein. On promène les missiles avec des fleurs, des jeunes filles, etc. On va lancer les missiles, ça va être beau, ça va être bien. Une grande manifestation populaire, un grand défilé a lieu place Kim Il-sung, au centre de Pyongyang. Hein, on va tirer. Un grand défilé militaire avec une sorte d'espahi nord-coréen. J'ai découvert ça, c'est assez joli quand même. Suivante. Et puis on tire. Et ça, je remarque que vous l'avez bien mis dans vos papiers. On tire depuis Pyongyang maintenant, hein, et non plus depuis la frontière chinoise. Avant, on tirait d'endroits qui étaient dans le sorte de no man's land montagneux, bon voilà, encore, pourquoi pas. Puis on a commencé à tirer de la frontière chinoise, qui énervait beaucoup les Chinois, mais maintenant on tire depuis Pyongyang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans doute qu'ils savent utiliser la technologie, donc ils savent tirer, mais il faut aussi que le peuple voit
Et le peuple voit sur des écrans géants, il voit les fusées qui partent. Et il applaudit, c'est un grand spectacle, c'est merveilleux. Hein. C'est une sorte d'utilisation ludique de l'après-guerre, en quelque sorte. C'est terrible. Hein. Suivante. Et alors quand c'est fait, boum, célébration, place Kim Il-sung, quand la nuit tombe parce qu'il faut voir les étoiles c'est les dirigeants, hein, on tire des feux d'artifice près de la tour du Juche, on envoie des ballons, on est ravis, tout va bien, c'est merveilleux. Suivante. Et là, vous avez des tas de jeunes en cravate qui célèbrent le régime, et là, le plus terrible, c'est ce groupe Girls Band, hein, je pense que c'est les Girls Moranbong, non, c'est le groupe Unha plutôt, le groupe Galaxy, et regardez ce qu'il y a derrière. On ne voit pas Justin Bieber derrière, hein. On voit le tir d'un missile, et on chante des chansons. Uri Nara, notre patrie va triompher, c'est merveilleux. C'est un grand festival populaire, festival de la chanson. Et la population, à voir ça, on se demande si elle mesure véritablement le danger, d'une part, et si elle ne considère pas finalement que tout ça n'est pas une gigantesque manifestation politique. Hein. Voilà, oui, bon, on est agressé comme toujours. Eh ben voilà, ils tirent des missiles, on est les meilleurs, on est les plus beaux. Et la question est de savoir, est-ce qu'ils y croient? Mais est-ce que c'est vraiment une question, hein? Rappelez-vous ce qu'on a pu écrire sur les Grecs. Les Grecs croyaient-ils à leur mythe? Il ne s'agit pas d'y croire comme nous croyons au petit Jésus, au 440 ou à Allah. Enfin, c'est le cadre de pensée. On ne peut pas raisonner en dehors de ce cadre de pensée. Hein? Kim Il-sung est là, il a toujours été là. Et ensuite, ses fils sont là à sa place. Ça fonctionne comme ça, et ça ne marchera pas autrement. D'ailleurs, les Nord-Coréens n'ont pas leur langue dans leur poche. Ils critiquent parfois le régime, ça va pas, c'est pas bien. Les ministres sont corrompus, l'administration est nulle, tout est nul. Mais le dirigeant, lui, il va corriger tout ça, bien entendu. Hein, c'est classique. Le dirigeant est parfait, car il est l'incarnation de la nation. C'est l'administration qui le trompe. Hein. Alors, grâce à quelqu'un également présent dans cette salle, j'ai pu participer à l'envoi d'étudiants nord-coréens à Sciences Po à Paris, à l'époque, avant 2006, où on croyait encore que ça va être l'amour entre les peuples. Et ceux-ci sont arrivés. Alors, très amusant, tous les Sud-Coréens se sont envolés immédiatement de Sciences Po, car une loi interdit absolument aux Sud-Coréens de rencontrer un Nord-Coréen. Donc, ils étaient très très peur qu'on les envoie en prison. Et les Nord-Coréens étaient très gentils, etc. Enfin, il y avait 2 étudiants et puis 2 faux étudiants. Et les 2 étudiants disaient, mais non, mais nous, on rigole beaucoup en Corée du Nord. Ils parlaient très bien le français en plus. Très bon, régime très simple, très bien, c'est la démocratie, tout ça. Et on se moque des dirigeants, c'est pas un problème. Mais il faut savoir, hein, celui qui a le plus d'humour, c'est Kim Il-sung. Voilà. Suivante. Voilà, alors effectivement, hein, la guerre comme un jeu, c'est très important, la propagande pour les enfants. Vous voyez que c'est pas terrible, mais il y a des bandes dessinées partout à Pyongyang, on appelle ça Gorymchek, des livres dessinés. Et puis des petits dessins comme ça, regarde la petite jeune fille, elle rêve non pas à son amoureux, elle rêve à une petite bombe. Hein, et c'est pas objectif lune. Hein, voilà. Et là, vous avez par exemple le général... c'est une bande dessinée très connue, maintenant elle date un peu, mais enfin il paraît que ça marche encore. Le général Mighty Wing, aux ailes puissantes, c'est le chef d'une ruche qui repousse l'invasion de fourmis ou un truc comme ça. Eh bien entendu, il a un béret, il y a toujours un dirigeant quelque part. Suivante. Donc effectivement, Kim, c'est la famille, le père, excusez-moi, ma auto-propagande. Regardez toutes ces images, hein, les enfants partout. Alors Kim Il-sung, Kim Jong-il, toujours entouré d'enfants. On va me dire comme Staline, oui, bien sûr, mais enfin Staline était seul quand même. Staline n'a jamais, ni Mao d'ailleurs, envisagé de succession héréditaire. Autrement dit, c'était une parenté symbolique. Eux, c'est pratiquement, ils font les enfants, enfin ils font les Coréens, quoi. Un ouvrage très intéressant d'ailleurs, La race des purs, oui. Où on voit Kim Il-sung qui prend un pauvre soldat sur son épaule, mais arrête de pleurer, n'aie plus peur, je suis là pour te protéger. Et puis Kim Jong-un qui recommence avec les petits enfants, les petites filles partout. C'est le père du peuple. Hein, donc celui qui protège l'enfance, protège le peuple, et amuse le peuple aussi, l'occupe. Suivante. Donc effectivement, le sport très important, le gigantesque stade, Kim Jong-un et son épouse qui visitent, les pauvres types sont dans une piscine et puis ils voient débarquer Kim Jong-un, ils doivent légèrement flipper. L'amitié de Kim Jong-un pour Dennis Rodman, hein, on trouve ce qu'on peut, et puis l'ouverture de la station de ski de Masik Pass, qui est bien entendu
une preuve. Regardez, nous sommes bons dans toutes les disciplines. On est capable de faire de la natation, du tir à l'arc, du cheval, mais aussi du ski. Bien entendu, c'est aussi une réponse du berger à la bergère, ou plutôt de la Corée du Nord à la Corée du Sud, qui ouvrira, vous le savez, en février de l'an prochain, les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Le jour de l'ouverture, je leur promets bien du plaisir. Parce qu'à mon avis, ça va mal se passer. Ce jour-là, à mon avis, il va y avoir un tir de roquette ou un truc comme ça. Suivant. Alors regardez effectivement toutes ces images qui sont à la fois de la propagande, mais un peu des jeux vidéo aussi. Voilà, ça c'est le Pentagone. Et puis alors les fusées nord-coréennes tombent dessus, on va tous les écraser. Quand vous lisez ça, moi quand j'étais jeune et que je voyais qu'à la fin, dans les aventures de Blake et Mortimer, l'ignoble empire jaune était détruit à cause d'espadons qui lui tombaient dessus, je pensais quand même que l'espadon était plus fort, et j'y croyais quand même beaucoup. Moi, ça dit, les jeunes Coréens pensent la même chose, c'est-à-dire on est les plus forts, et Kim Jong-un, c'est notre dirigeant, et il va tous les écraser quand même. Ça marque quand même la propagande dans l'enfant. Mais en même temps, c'est ludique, c'est ça qui est terrible. Suivante. Voilà. Alors, maintenant, dernière question avant de céder la parole. Que faire et que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer? Je n'en sais rien, parce que il y a beaucoup de prédicteurs. Il va se passer ici, il va se passer ça. J'en sais rien. J'espère qu'il ne se passera rien, mais bon, je ne peux pas le garantir. Mais que faire? Toute la question, que faire? Faut-il ou pas abattre le régime? Faut-il ou pas détruire la Corée du Nord, comme l'a promis Donald Trump? Faut-il... moi, je ne sais pas. Je vois toutes les options sont sur la table, comme il l'a dit d'ailleurs. La destruction de la Corée du Nord me paraît difficile, quand même, parce qu'il y a la Corée du Sud, mais bon. Voilà. Simplement, je crois qu'il ne faut pas minorer ça. Dans toutes les options qui seront adoptées par nos dirigeants dans leur infinie sagesse, c'est impossible pour eux de se penser sans l'arme atomique. Donc dans tous les scénarios que je lis sur la dénucléarisation de la péninsule, j'arrive pas à y croire. Les scénarios que je lis sur on accepte qu'ils aient la bombe atomique et puis qu'on n'en parle plus, ça me paraît davantage crédible. Parce que imaginez qu'ils dénucléariseront, même si les Américains dénucléarisaient le Sud, qui pourtant officiellement est dénucléarisé, ça ne marchera pas. C'est pas possible. C'est comme si vous demandiez à Louis XVI de renoncer à Versailles, à Marie-Antoinette, à sa couronne, et on voit comment ça a terminé. C'est pas possible. Donc ça ne marchera pas. Et je crains que dans tous ces débats à l'heure actuelle, de gens, de généraux, de politiciens, de diplomates, sur lesquels je ne tape certainement pas, qui sont tout à fait subtils. Ce matin, j'étais encore au Parlement européen et notre diplomatie française notamment m'a beaucoup impressionné par des gens de qualité qui étaient capables de mesurer l'impact des sanctions, etc. Tout ça est bien fait. Mais ils ne connaissent pas véritablement, j'ai peur qu'ils ne connaissent pas suffisamment la nature du régime et que sans ça, on rate une information. Et je trouve que le dessin que Pétillon a fait dans le Canard enchaîné il y a, je crois, un an, mais je ne l'ai pas retrouvé malheureusement, avant le mois d'avril que les crises ne commencent, on voit Donald Trump et quelqu'un qui lui parle de la Corée, il dit « Comment ça, 2 Corées ?» Il n'était pas au courant qu'il y avait 2 Corées. J'ai l'impression quand même que nos dirigeants actuels ne se rendent pas véritablement compte de la nature du régime et de ce que veut et peut même ce régime, parce que quand bien même Kim Jong-un serait frappé par un élan pacifiste et christique, il ne pourrait pas renoncer à l'arme atomique et à l'arme balistique, parce que c'est dans la nature et la logique du régime. Voilà pourquoi c'est une monarchie atomique. Merci beaucoup de votre...